Et on est de retour au podcast Sur le banc, encore une fois, avec Stéphanie Poirier pour nous parler du hockey féminin. Stéphanie, évidemment, il y a un sujet la semaine dernière qui a attiré l'attention partout au Canada, puis même en Amérique du Nord. La finale olympique de hockey féminin, le Canada qui a remporté encore une fois contre les États-Unis. Raconte-nous un petit peu ce que tu as pensé de cette finale-là. Ben, c'est sûr que premièrement, on est super content que la médaille d'or revienne au pays. Hein. Ben oui. C'est une fierté nationale des médailles d'or olympiques, on va se le dire. Là. On a eu des belles opportunités dans les dernières semaines. Ben, le match, très heureuse que le Canada soit sorti victorieuse. Si on regarde la performance, c'était peut-être pas la meilleure performance ou une domination canadienne. Les gens ont beaucoup parlé de la domination canadienne pendant le tournoi, et c'est tout à fait vrai, sauf contre les Américaines. Dans les deux matchs, les Américaines ont quand même eu dessus à beaucoup de chapitres, incluant les tirs, les chances de marquer de qualité. On a vu l'opportuniste canadien là, à son plus haut niveau dans les deux matchs contre les Américaines et en finale. Évidemment, le Marie-Philippe qui marque 2 buts, là, c'est rendu comme les gens ils sont habitués maintenant, ça fait partie presque du hockey féminin canadien. Mais en même temps, le premier but qu'elle marque, elle fait un super jeu. Là. Elle lève le bâton de l'adversaire, récupère, crée un revirement, prend un tir, mais c'est pas un tir à la base qui est très dangereux, passe en dessous du bras de la gardienne américaine. Donc, c'est certain que c'est un but. Évidemment, quand on tire au but, on a des chances de marquer, mais on a tous vu des tirs beaucoup plus puissants et beaucoup plus dangereux pris par Marie-Philippe. Donc, c'est certain là, que les Canadiens ont vraiment profité de leur chance de marquer. Et puis, Anne-Renée a fait de gros arrêts et a eu, comme toute bonne gardienne, fait sa chance. Elle a eu l'aide de ses précieux amis, les poteaux. Là. Ben oui, puis on en parlait tout au long du tournoi aussi, à chaque semaine, là, le Canada qui était super opportuniste. On avait des niveaux de tir, d'efficacité des tirs qui avaient quasiment pas de bon sens, là, à 17%. Puis même contre les États-Unis, ça s'est poursuivi. On a vu des tirs qui ont trouvé le fond du filet finalement, même si on n'a pas eu d'avantage tout au long du match là, contre les États-Unis. Ça doit être un petit peu choquant pour les Américaines, j'imagine, de ne pas avoir su capitaliser, même si évidemment des biens ont été superbes. Oui, c'est certain. Bon, outre la déception, évidemment, de perdre la médaille d'or, encore, aux Jeux olympiques, c'est arrivé quand même beaucoup, même si dans les championnats du monde, dans les dernières années, elles ont largement eu le dessus sur les Canadiennes. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tirs. C'est certain que des fois, un nombre de tirs élevé ne veut pas nécessairement dire des tirs de qualité ou des grandes chances de marquer. Mais même au niveau des chances de marquer, elles ont quand même été un nombre supérieur là, aux Américaines. Un jeu un peu plus, on va l'appeler un petit peu plus plate ou un petit peu old school hockey. On lance la rondelle et un échec avant. On a embouteillé les Canadiennes. On a eu beaucoup de difficultés à sortir la rondelle sans créer de revirement. Puis ensuite, beaucoup de monde devant le filet et on prend des tirs. Ils ont des défenseurs mobiles quand même avec des bons tirs de la ligne bleue. Donc, on a pris des tirs. Et là, on l'a vu souvent Anne-Renée travailler fort pour chercher la rondelle. Des fois, être assis ou couché par terre, essayer de couvrir cette rondelle-là alors que les défenseurs canadiennes essayaient de prendre les bâtons puis de garder les Américaines à l'extérieur. Donc, on a vraiment gardé cette espèce de jeu-là un peu plus simple, alors que les Canadiennes essayaient d'être un petit peu plus originales ou avoir un petit peu plus de créativité, mais contre une équipe qui est aussi aguerrie défensivement, c'est sûr qu'on voit beaucoup moins de chances de marquer que quand on joue contre une équipe qui est inférieure, là, comme pratiquement toutes les équipes du tournoi. Donc, c'est sûr que ça a fait une différence, mais on dirait que peu importe ce qui arrivait au Canada, on voyait pas la possibilité qu'elle allait perdre, même si en regardant le match, on n'avait pas l'impression qu'elle dominait. Il y avait cette espèce d'aura-là, on dirait, sur l'équipe qui vient évidemment avec le travail du groupe d'entraîneurs, également là, de la directrice générale Gina Kingsbury, Troy Ryan, toute son équipe. Puis c'est certain que quand on a une leader exceptionnelle comme Marie-Philippe, autant sur la glace que dans la chambre, bien, c'est certain qu'il y a une confiance là, qui est insufflée à ses coéquipières parce que tout le monde sait qu'elle va être là dans les grands moments. Puis comme les Canadiennes ont marqué tôt, 2 fois tôt, ben c'est certain qu'elle veut pas, là, ça crée un momentum d'invincibilité, qu'elles ont eu, on dirait, elles ont vraiment traîné ça tout le tournoi, là. Oui, absolument. Puis tu parles de Marie-Philippe Poulin, justement, évidemment une grande parmi les grandes, 3 buts gagnants de la médaille d'or aux Jeux olympiques. Puis là, aussitôt qu'elle remet les pieds au pays en provenance de Chine, elle reçoit un appel des Lions de Trois-Rivières qui sont intéressés à la mettre sous contrat pour évoluer dans la Ligue de la Côte-Est, donc un club qui est affilié au Canadien de Montréal.
Marie-Philippe Poulin qui a refusé, je pense, le lendemain. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans l'histoire. Qu'est-ce que tu penses de la décision de Marie-Philippe, finalement, d'avoir refusé l'offre des Lions? Ben, je dois dire que je suis pas très surprise qu'elle ait refusé. C'est sûr que de mon point de vue, je pense que c'est la bonne décision. C'est certain que ça a été probablement un beau coup marketing pour les Lions, évidemment. Marie-Philippe est pas quelqu'un qui cherche nécessairement, malgré toute l'attention qu'elle reçoit due à son statut de joueuse exceptionnelle, c'est pas quelqu'un qui va chercher à avoir cette attention-là. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui lui ressemble beaucoup d'être toujours au centre de l'attention, mis par elle-même. Je crois pas qu'une joueuse de son talent a quelque chose à prouver dans le hockey masculin. Puis c'est toujours cette dualité-là que les gens du hockey féminin, des fois, sont un petit peu tannés, c'est que c'est toujours une comparaison. On doit toujours comparer la joueuse avec le joueur, alors qu'on voit peu ça dans les autres sports. On compare rarement une joueuse de la WNBA à Steph Curry ou à LeBron James. On va parler de leur qualité athlétique, de leur leadership, du fait qu'elles sont impliquées dans la communauté. Alors, même chose, on compare pas Kristen Sinclair avec un joueur de Alphonso Davies, disons, de l'équipe canadienne de soccer. Donc, il y a toujours ce comparatif-là avec le hockey masculin qui en hérite plusieurs. Marie-Philippe et les joueuses de l'équipe nationale sont les meilleurs au monde dans leur sport. Il faut apprécier le hockey féminin pour ce que c'est. C'est différent du hockey masculin. Ça n'en fait pas un sport moins intéressant. Ça en fait juste un sport qui est différent à plusieurs niveaux. Puis ben, c'est sûr que je suis très contente que Marie-Philippe, évidemment, reste du côté féminin parce que le hockey féminin a besoin de soutien, a besoin de cette visibilité-là, a besoin de l'implication des gens, puis les jeunes filles ont besoin de voir des modèles. Puis elle, ben c'est sûr que ça en est un, mais il y en a plein d'autres aussi. Mais les jeunes ont besoin de voir ces femmes-là évoluer avec les autres femmes, des meilleures femmes, pour être capable de valoriser ce sport-là, on est des filles, on a envie de jouer avec des filles, on a envie de compétitionner dans notre environnement puis dans quelque chose qui nous ressemble. Donc, est-ce qu'elle aurait été capable de jouer? S'il y en a une qui est capable de le faire, j'ai envie de dire que c'est elle. C'est sûr que, oui, la mise en échec dans un contexte nord-américain versus certaines femmes, là, dont Hayley Wickenheiser ont joué en Suède il y a plusieurs années. Donc, c'est sûr que la grande glace, le hockey est un peu moins physique en Europe. Donc, ça, est-ce que ça a joué dans la balance pour elle? Potentiellement, je le sais pas. Mais je pense pas qu'on aurait eu rien à gagner là, pour le hockey féminin, pour le hockey en général, d'avoir Marie-Philippe jouer avec une équipe je vais l'appeler quand même de 3e division là, en Amérique du Nord, considérant que c'est la ICHL. Absolument. Puis ça peut juste aider aussi pour le développement d'une ligue féminine qui se tient dans les prochaines années, d'avoir les meilleures joueuses qui restent du côté féminin aussi. Oui. Oui, puis c'est ça qu'on veut, parce que là, c'est sûr que tout le monde est fan du hockey féminin pour 3 semaines en février ou 4 ans. Mais ce qu'on veut, c'est garder cet attrait-là. On espère fort là, que les projets qui s'en viennent à Montréal, au Canada, vont réellement arriver. Il y a eu beaucoup de déceptions, d'attentes et de déceptions dans les dernières années. Donc là, c'est sûr que le moment est grand pour que ça arrive. Puis c'est sûr que Marie-Philippe, ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille avec ses collègues au Canada, aux États-Unis, là, les filles travaillent vraiment ensemble pour promouvoir puis créer une ligue où ça peut vraiment, le terme professionnel peut vraiment être associé de façon légitime là, à ce qui se fait. Bon, puis on voulait glisser un mot aussi là-dessus. Le hockey collégial et universitaire là, qui a repris récemment, comment ça se passe de ce côté-là? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs et de joueuses très heureuses. Les entraînements collectifs ont recommencé là, à partir de la semaine du 14 février. Il y a eu des matchs le week-end dernier. Il va y en avoir aussi en fin de semaine. L'universitaire termine, donc U-Sport termine ce week-end et les séries éliminatoires commencent à partir du 3 mars. Donc, équipe numéro 1 contre numéro 4, équipe numéro 2 contre numéro 3. Puis ensuite, les équipes gagnantes là, se rencontrent en finale et vont avoir automatiquement un passé pour le championnat canadien U-Sport qui va avoir lieu à l'île du Prince-Édouard à la fin mars, c'est du 24 au 27 mars. Cette année, ce qu'ils ont ajouté pour permettre aux filles de jouer un petit peu plus avec tous les matchs manqués. En universitaire, c'est quand même 10 matchs donc qui ont été enlevés. Il va en avoir eu 15 de jouer au lieu de 25 comme était prévu. Donc, ils vont rajouter une ronde là, de classification, donc dans le fond pour la 3e, la 5e position, pour donner quand même là, d'un 2, de 3 avoir un petit peu plus de matchs. Et le collégial, ben
la saison se poursuit là, jusqu'à la fin mars. Et ensuite, ça va être les séries qui vont commencer aussi avec des séries 2-3. Donc, on va avoir du hockey féminin là, jusqu'en avril à un bon niveau. Donc, c'est sûr que les gens, il y a quand même plusieurs équipes là, dans la région de Montréal et ailleurs. Donc, c'est sûr qu'on encourage les gens à venir autant universitaire qu'au collégial. Puis encore là, d'y aller pour apprécier le hockey féminin. Il y a des très bonnes joueuses, il y a des très bonnes équipes. Donc, encore là, c'est juste de découvrir ce sport-là, puis ses particularités, puis de l'apprécier pour ce qu'il est. Absolument. Ben, tant mieux, en tout cas, que ça reprenne. Il était temps. Stéphanie, merci beaucoup. On te revoit la semaine prochaine pour une autre chronique sur le hockey féminin au podcast Sur le banc. Merci beaucoup. Merci.